Troisième échec mondial. Les amis, pour la troisième fois consécutive, eh bien, l'Italie ne sera pas à la prochaine Coupe du Monde. Il est 16h ici en française, les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver. C'est l'heure de votre Ruiz Club, votre revue de presse internationale, vous le savez, pour parler football ensemble, librement et gratuitement, où que nous soyons sur la planète francophone, grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde. Plus, nous allons bien évidemment revenir sur cet échec. Gigio Donnarumma, le gardien de Manchester City et de la sélection italienne, l'échec au bout du bout, séance de tir au but. On va ouvrir cette presse italienne pour voir les mauvaises notes et les bonnes notes, pour voir un signe d'espoir peut-être pour l'Italie. Grosse page également mercato avec le Real Madrid et le Barça. Allez, on est parti sur cette presse internationale. Mais tout d'abord, eh bien, je veux saluer tout le continent africain qui est en masse, vous le savez, avec nous sur l'ensemble de ces directs. Il y aura, les amis, 10 nations africaines engagées dans cette Coupe du Monde. C'est un record. 10 nations. Les derniers arrivés qui ont frappé à la porte et qui ont cassé la porte. Eh bien, regardez, c'est la RDC, la République démocratique du Congo, du copain Sébastien de Sabre. Je salue bien évidemment le pays qui est avec nous également. Victoire 1-0 au bout de la prolongation face à la Jamaïque. Regardez quel était le plan de bataille autour du capitaine Chancel Mbemba notamment, ou encore Cédric Bakambu à la pointe de cette attaque. Wissa de Newcastle. Je pense à toute cette équipe qui est allée vraiment au bout du bout pour être, ça y est, dans cette grande Coupe du Monde et rejoindre le groupe K. Les amis, on est ici, voici l'ensemble des groupes. Il y avait donc cette incertitude et donc la RDC qui passe pour retrouver le Portugal, l'Ouzbékistan, et la Colombie. Il y avait un autre match très attendu également hier soir, c'était ici entre l'Irak et la Bolivie. Eh bien, ce sont les Irakiens, les amis, qui se sont qualifiés pour rejoindre le groupe I avec l'équipe de France et le Sénégal, que je salue également, avec notamment tous les copains de Cap Skiring qui sont avec nous, avec la Norvège également pour accompagner dans ce groupe I. Et donc, l'Italie est à terre. Regardez la une du quotidien national français, l'équipe, les amis. Une nouvelle fois avec Donnarumma, l'ancien gardien du Paris Saint-Germain, et les copains argentins de Olé qui ont dressé le bilan complet, toute Coupe du Monde, des absences de l'Italie. 1, 2, 3 consécutifs. Regardez, c'est historique. Il y avait déjà eu 2 absences en 1958 et la première en 1930. Le quadruple champion du monde, je vous le rappelle, 34, 38, 82 et 2006, plus 2 finales, 1970 et 1994, eh bien, l'Italie est à terre. C'est une catastrophe nationale, vous pouvez l'imaginer. Regardez l'ensemble des titres de la presse sportive italienne avec ces visages. Tout le monde à la maison. Ce même titre à la une du Corriere. Et on va presque plus loin. À la une de Tuttosport, tout le monde dehors. Tout le monde dehors, avec même un message fédéral. Et vous allez comprendre, et on va y revenir tout de suite. On est allé au bout de la séance de tir au but, je vous le rappelle, 5-2 face à la Bosnie-Herzégovine, avec les échecs d'Esposito et de Cristante. Regardez du coup ce qui s'est passé sur l'ensemble des réseaux sociaux. Vous allez facilement reconnaître ces deux histoires. Car souvenez-vous, au terme de la qualification en demi-finale des playoffs, eh bien les Italiens, avec notamment ici Vicario, le gardien de Tottenham, ou Monsieur Di Marco, de l'Inter, se sont retrouvés pour regarder la fin du match de la Bosnie-Herzégovine face au Pays de Galles. Ils regardent la fin du match et quand ils voient que la Bosnie se qualifie, ils se réjouissent. Ils ont dû estimer que la Bosnie-Herzégovine était plus facile à jouer que les Gallois. Eh bien évidemment, le coup de boomerang est arrivé à destination des Italiens. Et ici, vous vous en souvenez de ça? Bastoni, les amis, ici avec son maillot italien hier soir et ici avec le maillot de l'Inter. Souvenez-vous de ce qui s'était passé là face à la Juventus de Turin. Carton rouge pour un Turinois, Kalulu, le défenseur français. Bastoni avait exulté de joie, il avait feint une faute, on l'avait clairement vu sur les ralentis. Il a été l'objet de nombreuses critiques et là aussi, le boomerang revient et à son tour de voir le rouge, les 2 exclusions, là, il était l'acteur pour faire que Kalulu était exclu et là, eh bien, il a été fautif et exclu dans ce match. Ça a été un gros manque, vous pouvez l'imaginer, le défenseur central de la squadra Azzurra qui prend logiquement la plus mauvaise note avec un 4/10. Regardez l'ensemble des notes, note moyenne 4/10 dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Le meilleur pour Gigio Donnarumma qui a fait le maximum, notamment avec Moïse
Keane, buteur de son côté qui a pris un 6 sur 10, la meilleure note dans le jeu avec Palestra 6.5. Gennaro Gattuso prend la note moyenne, les amis, avec ce 5 sur 10. Bastoni, regardez, page intérieure, comment on a pu faire ça, pourquoi, comment ça s'est passé. Il était là dans cette défense centrale à 3 devant Donnarumma avec Mancini, Calafiori, Di Marco ici, Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Keane et Retegui. Elle avait de la gueule, cette équipe italienne, mais en face, eh bien, ça a tenu bon autour du papa Edin Dzeko, et on y reviendra, avec beaucoup d'expérience. Il y a de l'expérience italienne, il y a de l'expérience également en Bundesliga, vous le savez. Je pense à Kolasinac sur le côté gauche, je pense à Dedic sur le côté droit. En attendant, eh bien, quel désastre pour la sélection italienne. Et c'est là qu'on s'interroge. Par rapport au titre de tout à l'heure de Tuttosport, tout le monde dehors, eh bien c'est le président Gravina de la Fédération italienne de football. On s'interroge. Va-t-il oui ou non rester? Va-t-il oui ou non donner encore du crédit, notamment à Gennaro Gattuso? Il y a cette interrogation qui est là. Et tout le board italien, je vous rappelle que Gigi Buffon, le célèbre Buffon, fait partie de cet encadrement. Eh bien vraisemblablement, il devrait partir en juin prochain. On part vers un adieu de Gigi Buffon, du board de la sélection italienne. Gennaro Gattuso, lui, a fini, vous le voyez, en larmes. Il s'est excusé auprès de tous hier soir dans cette séquence de l'Italie qui avait été battue lors des derniers matchs face à la Norvège, qui était passée dans cette demi-finale de play-off face à l'Irlande du Nord, et donc ici cet échec face à la Bosnie-Herzégovine. Il faut saluer d'ailleurs cette équipe de Bosnie, il faut la saluer parce que bravo à eux une nouvelle fois avec le coach Monsieur Sergei Barbares. Il est là. Je vous ai mis cette petite photo parce que peut-être que les grands connaisseurs se souviennent de lui. C'est le même homme, les amis. Ici, c'était en 2000 lorsqu'il évoluait en Bundesliga du côté de Hambourg. Lui qui a joué également au Borussia Dortmund et au Bayer Leverkusen. Eh bien, il a dirigé cette équipe, a pris un 7 sur 10. Vous le voyez dans la Gazzetta dello Sport. Le meilleur, il a été très très bon. J'ai adoré Jakovic qui est rentré dans ce match. Voici quel était le 11 de départ avec le capitaine Edin Dzeko. Je vous ai parlé de cette expérience. Eh bien, c'est cette équipe qui sera à la Coupe du Monde pour l'été prochain. En parlant de sélection italienne, les amis, Gattuso éliminé, mais il y a bien un Italien qui est passé. C'est monsieur Vincenzo Montella. La Turquie, hier soir, s'est qualifiée, les amis, face au Kosovo. Victoire 1-0. Et là, il y a une fibre également très internationale avec les Turcs. Je pense à Yildiz, bien évidemment, qui est ici de la Juventus de Turin. Montella qui envoie tout le monde au paradis. Regardez, il est ici, Yildiz. Je pense à Arda Güler. Je pense à Çalhanoğlu. La grande expérience également de cette équipe, c'est Asturkoglu de Fenerbahçe qui a marqué le but de la victoire en faveur de la Turquie pour cette qualification. En revanche, pour les matchs amicaux, il y a eu quelques problèmes. On va commencer par les Anglais, les amis qualifiés pour cette Coupe du Monde. Regardez la soirée catastrophique pour Thomas Tuchel. Regardez la une de la presse, battue hier par le Japon. 1-0, vous le voyez ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Thomas, avec ce vide ici, vous le voyez, à la une du Daily Telegraph? Pourquoi cette question? Eh bien, parce qu'il n'y a pas eu finalement de Harry Kane. Il y a une Kane dépendance, c'est clair et net en Angleterre. Depuis les 2-3 derniers jours, je vous disais que on s'interrogeait sur l'équipe derrière Harry Kane, l'équipe offensive, les Solanke, Calvert-Lewin et compagnie. Étaient-ils capables de prendre la relève lorsque Kane n'était pas disponible? Hier, il était touché légèrement à l'un des pieds. On a préféré le préserver. Eh bien, ça n'a pas marché. Regardez. No Kane, no gain. On ne s'impose pas quand Harry Kane n'est pas là. Il avait choisi une position un peu à l'espagnol avec un faux numéro 9. Regardez, puisque c'est Phil Foden qui était choisi à la pointe de l'attaque de Manchester City, avec Palmer juste derrière, Rodgers sur le côté droit et Gordon sur le côté gauche de Newcastle. Juste derrière, Henderson de Nottingham Forest, que j'adore, avec Maino de Manchester United, charnière Konsa et Gueye, Aston Villa, Manchester City, O'Reilly, le Citizen également côté gauche, Ben White sur le côté droit d'Arsenal et Pickford était dans les buts. Attention à l'Angleterre, on a un problème de capacité offensive. L'Angleterre s'est fait japaniser. Regardez ça à la une du Mirror, très intéressant pour vous montrer également que le Japon, attention,
Attention, on n'en parle pas beaucoup, mais attention à cette équipe. Regardez la séquence du Japon sur les 10 derniers matchs. 1, 2, 3, 4, 5 victoires enchaînées avec des joueurs très intéressants. Je pense bien évidemment à Ito, le défenseur central du Bayern Munich. Je pense à Suzuki, le gardien parmesan qui est là dans les buts. Je pense à Mitoma de Brighton qui a été l'auteur du but hier. Attention au Japon qui sera dans le groupe F, les amis, avec les Pays-Bas, la Suède et la Tunisie. Mauvaise soirée pour l'Angleterre, mauvaise soirée pour l'Espagne, les amis. Oui, et vous allez comprendre pourquoi, pas seulement sur le plan footballistique, et c'est encore plus grave. Regardez, hier soir, l'Espagne affrontait l'Égypte. C'était à Barcelone, sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone. Regardez le titre de AS, la honte mondiale. Vergüenza mundial. Que s'est-il passé en 3 temps? La première chose, eh bien, l'hymne égyptien a été copieusement sifflé, beaucoup de cris et d'attaques xénophobes, je le dis clair et net, et puis les coups de sifflet également à Joan Garcia, ça c'est moins grave. Pourquoi? Parce que, vous le savez, il est parti à Barcelone, il revenait sur la pelouse de l'Espagnol, il a été sifflé par les supporters de l'Espagnol qui étaient présents dans les tribunes. Mais ça c'est beaucoup moins grave par rapport à tout ce qui s'est passé, bien évidemment. Les messages étaient là pour lutter contre tout signe de violence, et le racisme est une violence extrême, bien évidemment. Il faut lutter contre ça. Le sélectionneur Luis de la Fuente, en conférence de presse, a été très très clair. Le football, on laisse de côté. Il faut lutter. Non au racisme. C'est clair et net. C'était le message principal, bien entendu. En marge de ça, il y a donc eu les grands débuts de Joan Garcia avec le maillot espagnol. Il est entré en cours de jeu, car c'est David Raya d'Arsenal qui était titulaire. Regardez, Mosquera, Heusen, Grimaldo, Porro, Fornals, Soler, Dani Olmo, Yamal, Barranechea et Ferran Torres, à la pointe de l'attaque. Vous voyez qu'on a largement fait tourner du côté de l'équipe espagnole. En tout et pour tout, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs du Barça qui sont entrés en jeu. Du coup, ce qui m'amène à l'actualité du FC Barcelone avec Lewandowski, les amis. Regardez, l'international polonais, la première information, vous l'avez suivi également, eh bien lui, le malheureux, ne sera pas à la Coupe du Monde. Éliminer la Pologne dans un match âpre, serré, tendu face à la Suède. 3-2 pour les Suédois. C'est Gyökeres qui marque le but de la décision. C'est la Suède qui sera en Coupe du Monde. Pas de Coupe du Monde pour Lewandowski. Et on revient du coup à son actualité club et notamment mercato, puisque vous le savez, la Juventus de Turin se montrerait intéressée pour éventuellement faire venir Lewandowski. Vraisemblablement, cela ne changerait pas, cet intérêt ne changerait pas son plan qui serait de rester à Barcelone, bien évidemment avec des émoluments revus à la baisse, et on nous dit que son agent, qui est Pini Zahavi, sera à Barcelone la semaine prochaine pour ça y être en discussion. Lewandowski nous a annoncé qu'il donnerait sa décision dans les prochaines semaines, dans les toutes prochaines semaines, pour savoir si oui ou non il reste du côté du Barça. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'interroge également sur Rashford. Vous le savez, je vous le rappelle, Rashford, lui, veut rester, mais c'est 30 millions d'euros, l'option d'achat imposée, vous le savez, par Manchester United, c'est un peu trop cher pour le Barça. Et du coup, je vous en ai parlé hier, Barcelone va prospecter sur plusieurs noms. Je vous ai parlé de Victor Munoz, je vous ai parlé d'autres noms, je vous ai parlé dernièrement de Schelderup. Rashford, 30 millions. Schelderup, 20 millions, les amis. Benfica aurait fixé le prix du jeune Norvégien de 21 ans à 20 millions d'euros. Pour rappel, le club portugais était allé le chercher en janvier 23 pour 9 millions d'euros. Quasiment la moitié avant de le laisser prêter à Nordjylland et de le récupérer à l'été 2024 pour le garder. Aujourd'hui, la valeur marchande est à 20 millions. C'est exactement le prix que demanderait Benfica. Avec Benfica, cette saison, toute compétition confondue, c'est 36 matchs, 7 buts et 4 passes décisives pour l'international norvégien aux 10 sélections et un but marqué. Vous voyez la progression de sa valeur marchande. Elle est tranquillement en train de monter. Ça peut être un plan très intéressant sportivement et économiquement pour le FC Barcelone. Schelderup, affaire à suivre, les amis, dans le deal vis-à-vis de Rashford. Je vous rappelle qu'Hansi Flick veut amener de la concurrence également et des solutions lorsque Rafinha est un peu dans le moins. Ce qui est le cas en ce moment, vous le savez, il est blessé. Rafinha, c'est une grosse absence pour le Barça. Et je vous rappelle que Pedri est revenu depuis juste quelques temps. D'ailleurs, on nous fait un point plutôt très intéressant pour nous montrer que ces deux hommes, les amis, la saison passée, regardez, étaient les deux joueurs les
plus utilisés au Barça. Regardez le top 20, Rafinha et Pedri, les deux joueurs les plus utilisés du côté de la Catalogne. Et cette saison, en raison de ces blessures, eh bien, ils sont descendus à la 10e et 12e place. 10e Pedri et 12e Rafinha. Ça, c'est lié aux blessures, bien évidemment. Sinon, il serait une nouvelle fois tout là-haut. Regardez, en montrant ce classement de cette saison 25-26, je voulais vous montrer la position de Koundé, qui est à la 5e place. Koubarsi, numéro 1. Lamine Yamal, numéro 2. Joan Garcia, numéro 3. Eric Garcia, numéro 4. Et c'est le Français qui est à la 5e place. Pourquoi je vous en parle? Eh bien, regardez. On nous dit qu'il y a un danger. Peligro Koundé. On nous dit qu'il y a danger. La première ligue, les amis, aurait un œil sur le Français pour aller le chercher. Et attention, parce qu'Hansi Flick aimerait bien le conserver, bien évidemment. Le latéral droit, on nous dit que Liverpool, Manchester City et Chelsea, les amis, seraient ultra intéressés. Qu'en pensez-vous? Est-ce que Koundé doit rester à Barcelone ou filer éventuellement pour aller vivre cette grande expérience de la Première Ligue? Affaire à suivre. Attention, danger est là. La Ligue des Champions, bien évidemment, attend tout d'abord le Barça face à l'Atlético Madrid. Actualité de l'Atlético, je voulais vous montrer ça. Ultra intéressant. Matteo Alemany, le directeur sportif, l'ancien du Barça, sera en Italie, là. Dans les prochains jours, il y était déjà, pour aller discuter avec l'Atalanta Bergame. D'Ederson, les amis, le Brésilien Ederson de l'Atalanta Bergame. Regardez, valorisation aujourd'hui à 40 millions d'euros. Brésilien international de 26 ans. Lui qui est arrivé en Europe à la Salernitana, ici, c'était en janvier, 2022, en provenance des Corinthians, avant de transférer juste ensuite à l'Atalanta Bergame pour un peu moins de 23 millions d'euros. On serait ici à 40. L'Atlético Madrid est en train de manœuvrer. Attention, parce que de nombreux clubs anglais également seraient dessus. Et regardez, c'est très intéressant, dans mes archives, je vous ai retrouvé le 26 mars, quasiment 2 ans, jour pour jour, 2024. Eh bien, Marca nous dévoilait déjà que Ederson était dans les plans de l'Atlético Madrid. Va-t-il arriver 2 ans après? Affaire à suivre également pour l'Atlético. Le Real Madrid, maintenant, avec également les matchs internationaux. Je vais aller un peu plus vite là sur le sujet. Regardez, Fede Valverde qui a joué hier face à l'Algérie avec l'Uruguay, 0-0 entre les deux formations. Il était une nouvelle fois titulaire et une nouvelle fois, eh bien, il a tout joué. Il est en pleine forme. Je vous l'ai annoncé il y a 2-3 jours. Il le dit lui-même. Je suis à mon prime. Je suis au top 10 ans parmi l'élite. D'ailleurs, Marca aujourd'hui remet une couche sur son niveau absolument stratosphérique. Regardez, il était là, Fede Valverde, dans ce milieu avec Ugarte de Manchester United, Araujo Sporting et Canobio sur le côté droit, juste devant, une nouvelle fois, Jiménez de l'Atlético Madrid et Araujo. Ce carré est absolument très costaud, plus Oliveira, le Napolitain. Valverde est en pleine forme, vous l'aurez compris, pour le milieu de terrain d'Arbeloa, avant d'affronter le Bayern Munich en Ligue des Champions. Ce milieu de terrain où ça pourrait bouger la saison prochaine. Lui, c'est sûr, il ne va pas bouger. Regardez ce que nous dit Marca. Intransférable. Monsieur Aurélien Tchouaméni, qui est, vous le savez, le patron de ce milieu de terrain. D'ailleurs, regardez cette attitude pour les photos équipe de France officielle du maillot pour la Coupe du Monde. Avec le numéro, il portera le numéro 8 pour la Coupe du Monde. Avec l'équipe de France, intransférable. Celui que Zizou est allé chercher. C'est monsieur Zizou qui est allé chercher Zinedine Zidane, qui est allé chercher Aurélien Tchouaméni, très très attendu dans ce milieu de terrain. Eh bien, il pourrait y avoir du mouvement, notamment autour de Mastantuono, les amis. Car vous le savez, le Real Madrid est intéressé par faire revenir Nico Paz et le petit Victor Munoz d'Osasuna. Et du coup, au milieu de terrain, il va y avoir du monde. Et l'Argentin, l'ex de River Plate, n'a pour l'instant pas encore trouvé sa place. Et du coup, eh bien, regardez, c'est le club de Benfica qui serait très intéressé pour le faire venir éventuellement. Je vous rappelle que Schelderup pourrait partir. Est-ce que Mastantuono pourrait arriver du côté de Benfica? C'est une interrogation, c'est dévoilé dans les colonnes de la presse catalane ce matin. Je vous emmène en Italie maintenant. Ce serait le début de la fin pour Lukaku, les amis. Début de la fin pour Lukaku. Explication, je vous en parle maintenant depuis 3-4 jours. Vous le savez, Romelu Lukaku, l'international belge, avec le club napolitain, rien ne va plus. La chronologie est ici. Je vous rappelle, avec son arrivée du côté de la Belgique pour se faire soigner, je vous rappelle qu'il a dit non là à la sélection belge, et notamment lié à ses blessures. Il devait rentrer le 26 mars dernier. Il ne rentre pas. Naples s'interroge avec Antonio Conte, il lui passe des messages, bien évidemment, pour rentrer, avec l'obligation de rentrer. Il ne rentre pas. Et d'ailleurs, il envoie sur la story Instagram un message disant qu'il a
besoin de rester en Belgique pour se soigner et être à 100% avant de revenir. Ça n'a pas plu du tout à Conte au Napoli et du coup, je vous l'avais amorcé, ultimatum pour rentrer et des menaces pour être éventuellement sorti de l'équipe. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de clubs très intéressés par Lukaku. Qu'est-il en train de se passer autour de l'attaquant du Napoli? En parlant d'attaquant, Vlahovic, les amis, devrait re-signer à la Juventus de Turin. Mais à quelles conditions? Attention, je vous rappelle le tempo. Vlahovic était arrivé de la Fiorentina en 2022 pour 70 millions d'euros, avec un salaire de 12 millions d'euros. 1 million d'euros par mois pour Vlahovic, avec un contrat jusqu'en 2026. Il y aurait une nouvelle proposition de la Juve, mais regardez, on passerait de 12 à 6 millions d'euros. Et on parle également de bonus et de commissions qui seraient revus à la baisse avec un contrat jusqu'en 27 ou 28. Quel sera le choix de Vlahovic, les amis? Je vous rappelle que la Juve est à la bataille, vous le savez, avec Com et l'AS Roma pour aller choper la 4e place, synonyme de Ligue des Champions pour la saison prochaine. En parlant de Com, d'ailleurs, je voulais vous montrer ça, ultra intéressant, une nouvelle fois, le travail de Cesc Fabregas, c'est la bonification et la capitalisation de tout son groupe. Il est le 2e coach qui fait le plus de changements, qui utilise le plus son banc et avec réussite. Ça marche aujourd'hui. 4e de cette Serie A. Regardez, c'est Bologne qui utilise le plus le banc avec 149 changements depuis le début de la saison. Et vous le voyez, Fabregas est à la 2e place, 148. Chivou, Inter, 3e, le leader de la Serie A, avec 147 changements. On parlait de la Juve. Vous voyez que la Juve n'est absolument pas présente ici. Bataille Juve, Com et Roma, oui, Gasperini utilise également son banc, ici avec 139 changements déjà opérés. Changements, il pourrait y avoir dans les buts, vous le savez, la saison prochaine. Pour l'AS Roma, regardez, d'ailleurs, je vous parle de ce mercato gardien en Italie. Le premier domino, c'est Yann Sommer. Vous le savez que l'Inter cherche à changer son gardien, mais attention, il pourrait finalement rester, mais en condition de numéro 2. Les cibles de l'Inter, elles sont ici. Regardez, notamment, je vous en parlais un instant, Vicario, l'international italien de Tottenham, qui est ici, 29 ans aujourd'hui. Et ici à droite, c'est Marco Carnesecchi, 25 ans de l'Atalanta Bergame. Et on parle, vous le savez également, de Svilar de l'AS Rome. Que va faire l'Inter? Sommer passera en numéro 2. 1, 2, 3 options. Quelle sera l'option pour la saison prochaine de l'Inter Milan? En parlant de Tottenham avec Vicario. Regardez, vous le savez, vous avez vu cette information, les amis. Ça y est, Roberto De Zerbi a signé. C'est officiel. Tottenham a cassé la tirelire pour le faire signer dans l'opération sauvetage, opération maintien à la succession d'Igor Tudor. C'est un contrat jusqu'en 2031, les amis. 2031. 11 millions d'euros à l'année. 11 millions d'euros à l'année pour monsieur Roberto De Zerbi, l'ancien coach de l'Olympique de Marseille. Voici à quoi ressemblerait son 11 de Tottenham, avec donc Vicario, dont on vient de parler dans les buts. 7 matchs. Je vous le rappelle, il reste 7 matchs à Tottenham pour se sauver et rester en première ligue pour la saison prochaine. C'est la première mission de monsieur Roberto De Zerbi. Voilà les amis pour ce point complet. Regardez, pour terminer cette édition, je voulais terminer avec 3 sourires accrochés au visage que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux là. Et il y a une notion d'information. Je voulais commencer ici avec notre copain l'humeur d'Eric sur X. Regardez ce squelette avec le maillot italien. On peut en rire maintenant, bien évidemment. Avec là, dans sa télévision, la Coupe du Monde 2014. Regardez avec James, notamment ici, le Colombien. Eh bien, depuis, l'Italie, donc, ne participe plus à la Coupe du Monde. C'est comme s'il fallait attendre une éternité, un squelette pour retrouver l'Italie en Coupe du Monde. Ça sera très attendu. Il faudra attendre encore, la prochaine édition. Je voulais vous montrer ça également parce que la qualification d'Edin Dzeko, ça nous amène un nouveau quadragénaire. Eh ouais, les vieux sont là, les amis. Les plus de 40 ans seront à la Coupe du Monde. Le seul et l'unique avant, c'était monsieur Roger Mila, le Camerounais, bien évidemment, un quadra qui était à la Coupe du Monde. Et dans cette Coupe du Monde, il y aura Dzeko, il y aura Modric et il y aura Cristiano Ronaldo. 3 autres quadras qui seront là et eux en même temps dans cette Coupe du Monde. Et puis pour terminer, comme je l'ai
initié dans cette revue de presse. Je voulais terminer par là avec les copains de Actu Foot Afrique. 10 pays africains qualifiés pour la Coupe du Monde. Ça, c'est super. Pour le continent, l'Égypte, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, la Tunisie, le Ghana, et donc la République démocratique du Congo. Big up à toute l'Afrique, notamment toute l'Afrique francophone, les amis. Voilà pour ce point complet aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. J'attends tous vos messages, bien entendu. Passez une bonne après-midi et n'oubliez pas, profitez des vôtres. Je vous embrasse.